En préambule de la VOD de la dernière fois, je rajoute ce petit extrait devant vous ici qui est en chat, comme ça vous avez l'actualisation en même temps. J'ai parlé avec plusieurs personnes de la France Insoumise, notamment des gens qui sont, alors pas des élus, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui connaissent ou qui sont assistants parlementaires pour avoir plus d'informations sur la loi, là, on en a parlé, la loi influenceur, alcool, blablabla. Et on me confirme que c'est bien une initiative de Loïc Prudhomme et de Karine Lebon, donc Loïc Prudhomme, député LFI, donc c'est bien une loi LFI-GDR. La loi émane notamment bien de LFI. Il y a bien 70 signataires, la France Insoumise. Pourquoi? Dont des personnes qui seraient concernées, hein, qui se foutent dans la merde, je pense, en signant. À la question pourquoi, j'ai posé la question à un ami qui est AP d'une des personnes qui a signé, qui est signataire. Il m'a dit, c'est simple, elle a pas lu, parce que à la France Insoumise, tout le monde signe comme un seul homme, pour donner de la force au texte. Quitte visiblement à se foutre dans la merde quand les textes sont mal pensés. Donc ils savent que le texte est mal pensé. Et il y a un communiqué de presse de Loïc Prudhomme qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous le montrer. Un communiqué de presse de Loïc Prudhomme qui est sorti aujourd'hui sur la proposition de loi. Voilà, disant que cette proposition fait l'objet d'un consensus remarquable, blablabla, blablabla. Nonobstant ce consensus, nous avons noté des diverses alertes qui ont exprimé contre l'information de l'article 4. Merci s'il vous plaît. Cette loi n'a évidemment pas pour but de mettre en danger les créateurs et les créatrices de contenu. Voilà, nous on veut lutter aussi contre les bails de harcèlement en ligne, etc., etc. Donc, moi on me dit que ils vont vouloir faire sauter cet article 4 ou le remanier, ou ils comptent sur la discussion à l'Assemblée pour qu'il soit remanié. Le problème, c'est que si la droite le trouve très bien, comment est-ce qu'on fait? J'espère bien qu'il sera remanié avant. Que ça puisse arriver à où que ce soit, avant même qu'il soit présenté, et j'espère bien. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, eh bien, maintenant, la VOD de la veille, et pour ceux qui sont en stream avec moi, eh bien, on part sur totalement autre chose. Comme trame, principale de tout ce que j'ai préparé, on va parler de la France Insoumise sous deux angles, deux aspects. Nous allons parler d'abord de la proposition de loi 676 qui a beaucoup fait réagir, notamment les influenceurs. Voilà, et puis après nous parlerons de l'Assemblée représentative, de ses conclusions, donc du coup de la stratégie de la France Insoumise pour l'année à venir et pour l'année suivante, j'imagine, et la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas tout à fait, selon moi, dans le sillage des conclusions de cette Assemblée représentative qui est censée représenter les militants. Et nous allons commencer par la proposition de loi 676. Et vous allez voir, c'est un gros morceau. Est-ce que ça a marché? Oui. Alors, adoption de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous lire tout ça. Moi, je l'ai déjà lu. Nous allons plutôt passer directement à ce texte. Ce sera encore plus simple. La proposition de loi numéro 676, Assemblée nationale, Constitution, blablabla, proposition de loi visant à protéger les jeunes des publicités en faveur de l'alcool. Et c'est signé et présenté par la plupart des députés de la France Insoumise élargie, on va dire, puisqu'on trouve du Corbière, on trouve blablabla, elle était où? Elle est où? Bref, il y a aussi Faucillon, elle est là, Faucillon, il y a Sandrine Rousseau, il y a voilà, c'est assez large. Ce texte est un enfer. C'est un enfer. Si je peux me permettre. On va se faire étape par étape parce qu'il se trouve que j'ai vraiment préparé ce truc en appelant vraiment des gens que je connais, juste pour le contexte quand même. Linguisticae, la société qui gère Linguisticae est gérée par une autre société. Cette société s'appelle Ilgard, on en a déjà parlé. Ilgard, c'est l'agence de gestion, et dans cette agence de gestion, nous, on a plusieurs juristes en propriété intellectuelle. Et donc déjà, moi, j'ai commencé par appeler par là pour en discuter un peu. Et on va voir. Je vais quand même apporter pas mal d'éclairages qui vont recontextualiser ce texte et surtout
quand même nous poser des questions sur l'un des articles qui est vraiment problématique, je trouve, et qui pour moi témoigne vraiment d'une ignorance vraiment de ce qu'est du sujet dont ils sont censés parler. Hein. Alors, il faut savoir que ça c'est la deuxième loi, m'a-t-on dit. Voilà. Il y a eu une première loi. La première loi, c'est la loi du 9 juin 2023. Ça, c'est la seconde. Donc, la première loi définissait notamment, encadrait notamment la définition d'influenceur, blablabla. Et je ne sais pas qui est le rapporteur. J'ai pas trouvé l'information. Et c'est une loi qui a pas mal de zones d'ombre, pas mal d'amendements, etc. Et donc, il y a cette loi qui vient se rajouter cette proposition de loi. C'est qu'une proposition, c'est qu'une étape de projet, bien sûr. Donc, avec un exposé qui, ma foi, je suis tout à fait d'accord, hein, que l'alcool est un problème, que l'alcool coûte 102 milliards d'euros à la société française. Je n'ai aucun problème avec ça. Il faut savoir que je vis dans une famille d'alcooliques. Mes 4 grands-parents sont morts de l'alcool ou associés. J'ai comme une grand-mère qui est morte à 41, 42 ans d'une cirrhose du foie. Donc autant vous dire que c'est un sujet. Voilà, mon père a fait une rupture de varice œsophagienne. Moi-même, je ne bois pas beaucoup, qu'assez peu d'alcool. Très rarement. Moi, je ne suis pas à convaincre sur les dangers de l'alcool du tout. Vraiment, je suis convaincu par le fait que ce soit un problème. Vraiment. Donc, sous cet exposé, je ne vais même pas revenir particulièrement dessus. On va sauter directement à l'enjeu de la loi E20. La loi E20 qui encadre, du coup, l'alcool, on va dire, dans les publicités. Publicité en lien avec l'alcool. Mais je ne crois pas que, je crois que ça concerne d'autres sujets. Je me demande si la cigarette c'est pas là-dedans non plus. Bref. Et on arrive là aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui arrivent en tête des médias consommés par les jeunes. Oui. Et donc il y a une nécessité d'encadrer strictement la publicité et la vente de produits à risque, notamment en réduisant la pression publicitaire et donc notamment la publicitaire par placement de produits, recours à l'influence ou le marketing éditorial. C'est ici. Alors, la loi E20 a évolué et pourtant les alcooliers et les influenceurs trouvent sans cesse des parades pour contourner les évolutions spécifiques concernant la publicité de l'alcool sur Internet. Blablabla. Donc 95% des jeunes vont se divertir ou chercher des réponses à leurs questionnements auprès des influenceurs. Hein. Et donc, l'association Addiction France, on va en reparler, a relevé 11 300 contenus promouvant l'alcool sur les réseaux sociaux. Ces publicités ont été diffusées par près de 500 influenceurs et plus de 800 marques, principalement des grands groupes de bière ou de spiritueux. De fait, 79% des 15-21 ans voient des publicités pour de l'alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, selon une étude de l'école des hautes études en santé publique. Bon, là-dessus, j'ai pas fondamentalement grand-chose à dire. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup, mais en même temps, bon bref. C'est déjà pas légal de le faire, hein. Qu'on soit d'accord. C'est déjà interdit de le faire aujourd'hui, hein. C'est pas, cette proposition de loi n'y changera rien, c'est déjà interdit, hein. Donc sur les réseaux sociaux, il s'agit la plupart du temps de publicité indirecte et déguisée. Nous ne parlons pas ici de visuels publicitaires traditionnels, mais de mise en situation préparée et filmée par les créateurs de contenu, les placements de produits, hein, comme moi je fais par exemple. Dans le domaine du marketing d'influence, lorsqu'une marque collabore avec un influenceur, on appelle ça un partenariat. Ce n'est pas anodin si le terme publicité a été banni par ces professionnels. Cela participe au détournement des mesures de la loi E20. Alors ça, j'en ai parlé avec un juriste, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'un placement de produit ou une publicité s'appelle partenariat qu'au regard de la loi, ce n'est pas une publicité. C'est une publicité au regard de la loi aussi. Ça ne change rien d'utiliser un autre mot. Ce serait beaucoup trop facile et ce serait vraiment un subterfuge. Comment dire Ce serait un peu gros, quoi. Ce serait un peu gros. Bref. Donc ça c'est faux, hein. Ça c'est faux. C'est pas parce que ça s'appelle un partenariat que ce n'est pas une publicité. C'est une publicité. Quand moi je fais des trucs dans VPN, ce sont des publicités. Que ça s'appelle partenariat ou OP, n'y change rien. Ces stratégies publicitaires sont dangereuses, blablabla. Bon ça, oui, je suis d'accord, moi pas de problème. La France comptabilise 150 000 influenceuses et influenceurs. En septembre 2023, seulement 1 million d'entre eux avaient passé le certificat d'influence responsable proposé par l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité.
La RPP, il s'agit uniquement d'une formation en ligne de 3h30 qui informe les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale et leur donne les outils pour protéger leurs audiences et les consommateurs. Il est à noter qu'aucun suivi ni contrôle n'est réalisé après l'obtention de ce certificat. Il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille à la RPP sur ce sujet très précisément. Et donc, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure encore, j'étais avec lui au téléphone pour lui poser tout un tas de questions sur cette proposition de loi, parce que lui, effectivement, est très renseigné. Non. 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 Alors déjà, il parle plutôt de 250 000, il parle plutôt de 2 milliers d'entre eux. Alors effectivement, la RPP, c'est une association sans pouvoir de sanction. Ce n'est pas une autorité administrative. Ils peuvent seulement en gros mettre en demeure, hein, ils ont quasiment aucun pouvoir, sauf celui de, je crois, saisir le jury déontologique publicitaire, qui remet des décisions publiques, hein, qui pointe du doigt l'annonceur ou l'influenceur qui est fautif. C'est extrêmement rare, c'est très 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 rare. Mais effectivement, ils ne mettent ni amende ni contravention, puisque c'est le rôle de la DGCCRF. Voilà. Ce n'est pas le rôle de la RPP. La RPP, du coup, est censée favoriser les bonnes pratiques et les bonnes conduites. Et moi, j'avais d'ailleurs participé à un truc où je crois que c'était quelqu'un de la RPP ou de l'Observatoire des bonnes pratiques commerciales qui était venu nous expliquer comment il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Eux, ils sont dans la pédagogie, ils sont pas dans la répression, ils n'ont pas le droit, en fait, tout simplement. Mais par contre, ils effectuent quand même des contrôles. Ils effectuent quand même des contrôles à ceux à qui ils remettent le certificat. Le certificat, c'est pas un blanc-seing, et une fois que tu l'as, voilà. Donc, la personne à qui j'ai parlé travaille sur ces contrôles-là, donc elle m'expliquait comment fonctionnaient ces contrôles. Donc, ces contrôles, ils ont lieu, ils existent. Par contre, ils ne sont pas signalés publiquement. C'est-à-dire, quand quelqu'un faute ou manque à ses engagements, la RPP ne met pas un message sur son mur ou il fait une publication pour pouvoir cibler un tel ou un tel. C'est la personne concernée et notifiée en privé qu'elle ne suit pas la réglementation en vigueur. Mais oui, par contre, c'est vrai que bon, là c'est moi qui parle, hein, c'est pas lui. Le certificat en tant que tel, il ne vaut rien, il ne sanctionne pas grand-chose, et c'est pas un blanc-seing, ça, voilà. Bon, je l'ai dit 2 fois, mais c'est très important de même de le noter. Voilà, c'est important. Alors, donc un micro-influenceur qui compte entre 10 000 et 100 000 abonnés obtiendrait entre 155 et 1 900 euros pour publier un post sur le réseau social Instagram. Lorsque l'influenceur comptabilise plus de 3 millions d'abonnés ou followers, les tarifs s'envolent, il touchera au minimum 25 000 euros, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est tout à fait vrai en termes de tarifs. Pour l'alcool, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Donc là, après, ça explique comment sont matérialisés ça, etc. D'ailleurs, sur le fait que la réglementation puisse déjà exister, puisque là, ça parle de promotion sur les réseaux sociaux concernant l'ensemble des marques d'alcool, il y a déjà eu des sanctions qui ont déjà été prononcées. Il y a déjà eu même une chaîne YouTube qui a été supprimée. Par exemple, la chaîne Coco Bongo, je ne connaissais pas, on m'a cité cet exemple. Toutes les vidéos ont été supprimées par YouTube, ce qui pose quand même une nouvelle question de la question de la propriété intellectuelle. C'est YouTube a-t-il le droit, en son nom propre et de son propre chef, de supprimer l'intégralité de contenu, peu importe, enfin parce qu'il y a il peut toujours avoir une intention artistique, etc., machin, de quel droit en fait. C'est une autre question que les juristes, voilà, quand je parlais avec eux, ils me disaient oui, mais bon, blablabla. Ce qui est intéressant en fait sur la question de la loi Evin, c'est comment dire, attendez, je reviens, attends, je vais juste faire ça. Donc les contenus visés par cette proposition de loi représentent tous les types de publications, soit les posts, les stories, les réels, les lives, les snaps, les vidéos, diffusés sur les plateformes identifiées comme réseaux sociaux, intégrant, marquant, taguant, montrant, évoquant même par le bien d'une figure de style ou une marque d'alcool contenant son effigie, ou un contenant son effigie, bien sûr, avec la DGCRF, voilà. On a un constat que 48% des influenceurs sensibilisés continuent de promouvoir l'alcool illégalement, ce qui effectivement pose la question du contrôle et de la régulation, en fait, des moyens humains, ça on va y revenir. Donc là, ça reparle de la pub, blablabla. Et donc ensuite, il y a les articles. Alors, juste, vous voulez qu'on parle des articles peut-être tout de suite avant, pardon. Point important avant. C'est où ce texte cible également
les spiritueux sans alcool. Donc ce texte a pour vocation de contrôler ou de considérer que des marques d'alcool qui vendent des produits sans alcool sont aussi problématiques que des produits alcooliques. Mais faites exception de la filière viticole. Voilà, la filière viticole, donc en gros tout ce qui est lié à une AOP, une AOC, où les influenceurs publiant de l'information œnotouristique ne sont pas concernés. Donc, les marques sans alcool les marques d'alcool qui font du sans alcool, caca, le vin, pas considéré comme de l'alcool vraiment, ou en tout cas il y a voilà. Faut savoir que du coup ça représenterait quand même 1/7 des contenus. Moi je pose ça là, c'est une proposition de loi émanant de la France Insoumise, mais je pose ça là quand même. Moi je pense pas qu'il y ait de bon ou mauvais alcool, bon ça c'est entre parenthèses. Les articles. Donc est strictement interdit toute publicité, toute propagande, directe ou indirecte pour des marques d'alcool, boissons alcooliques et boissons sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d'alcool, réalisée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux influenceurs spécialisés dans le métier lié à l'industrie des alcools ayant une AOP ou une AOC, ou alors le pinard. Le tourisme du pinard. Ouais, bon, moi ça me chiffonne un peu, hein, très honnêtement ça me chiffonne. Donc la liste des réseaux sociaux, bon peu importe. Ensuite, ça va reprendre les questions de géographie, les distances, blablabla. Ça c'est lié à ce qui existe déjà. Hein. Article 3. Donc on passerait à 300 000 € d'amende et 10% du chiffre d'affaires. Voilà, d'amende. Et article 4, et c'est là où moi ça me chiffonne. Donc les personnes mentionnées à l'article 1 de la loi, blablabla. Bon, en gros, pour la faire simple, pour encadrer l'influence commerciale et les dérives des influenceurs des réseaux sociaux, il faut mettre à disposition du public, dans un standard ouvert et sur chaque réseau utilisé pour cette activité d'influence, s'il s'agit des personnes physiques, les noms, les prénoms, les adresses de domicile ou de représentants légaux, adresses électroniques des personnes physiques concernés, donc des créateurs de contenu. Et s'il s'agit des personnes morales, même leur numéro de téléphone, évidemment, bien sûr, parce que pourquoi pas. Ce qui est relativement quand même problématique. Alors, attention débrief, j'arrive. Il y a pas mal de questions qui se posent. Alors, faut savoir juste que déjà, donc les lois qui encadrent l'utilisation de l'alcool, y compris sur Internet, elles existent déjà. Il y a la loi E20, mais il y a aussi la loi du 9 mars 2023 qui encadre ce qu'est l'influence commerciale, ce qu'est la publicité sur Internet. Ça existe déjà. C'est quand même important. Voilà. La question, c'est sur la question de la loi E20 par rapport à la télé, c'est vrai que la question d'Internet pose d'autres problèmes parce que la télé, ça concerne plutôt le linéaire parce que du coup, tu as des horaires. Pour des raisons pratiques, c'est difficile de faire en sorte que une publicité qui serait diffusée à la télé qu'à partir de 22h et qui serait une publicité d'alcool autorisée à partir de 22h sur Internet, peut-être qu'en fait elle est diffusable à partir de 10-12h. C'est vrai que c'est le problème. Au-delà de l'alcool se pose aussi d'ailleurs la question des jeux d'argent, les BetClick, les Winamax, etc. Quand Villebrequin faisait des OP Winamax, c'était quand même très questionnable, etc. Ou même le porno, hein, tout simplement. La législation concernant le porno aussi, elle est très stricte. Et elle est effectivement, par exemple, taillée pour ce qu'est la télé, parce que ce qui va concerner les jeux d'argent, l'alcool, le vice en gros, hein, et le porno, actuellement comme loi, c'est vrai qu'à la base c'est plutôt taillé pour la télé, c'est quand même des lois vieillissantes, mais ce sont des lois qui existent malgré tout, et ce sont des lois qui s'appliquent quand même malgré tout à la création sur Internet aussi. La question de la DGCCRF, j'y reviendrai juste après. Le fait de vouloir mettre une cible dans le dos de tous les créateurs de contenu sur Internet au motif des bonnes pratiques commerciales, pour avoir des bonnes pratiques en toute transparence, comme des gens comme moi, hein, qui seraient tout à fait concernés et qui ont déjà été menacés par l'extrême droite,
comme j'ai pu l'être, franchement, quelle indignité. Franchement, quelle indignité. Je trouve ça pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. Un annuaire public des adresses, des états civils, des noms, des adresses mail, voire des numéros de téléphone pour ceux qui sont des personnes morales centralisés au même endroit. Quelle idée formidable. Quelle idée formidable, surtout dans un moment où il y a des histoires d'usurpation d'identité, il y a pas mal en ce moment, des risques de doxing, de swatting, de ce que vous voulez, c'est quand même pas fou. Alors là, moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va demander ça à des créateurs de contenu? Pourquoi est-ce qu'on va pas demander ça à Jean Dujardin quand il vend des machines à café à la télé ou je ne sais pas qui On va pas demander ça aux acteurs, on va pas demander ça à Samuel Etienne alors qu'il y a des partenariats commerciaux. Il y a des ordissimaux qui sont donnés à Question pour un champion en tant que présentateur de Question pour un champion, considérer que lui, voilà, son influence rentre en jeu dans la vente d'un produit, d'un service. C'est quand même voilà, il y a quand même des questions qui se posent parce qu'en fait, la proposition de loi, qui est une proposition de loi pour l'instant, hein, mentionne que ce sont du coup les influenceurs qui seraient concernés. Mais c'est quoi les influenceurs? La définition juridique d'influenceur. Je suis allé voir sur le site de l'RPP. La définition d'un influenceur, juridiquement parlant actuellement, c'est individu créant du contenu, exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Écoutez, il y a un monde dans lequel Jean-Luc Mélenchon, avec ses 1 million d'abonnés sur YouTube, est tout à fait concerné et tout à fait considéré comme un influenceur. Surtout que ce n'est pas une personne politique en mandat, en élu. Parce qu'apparemment, la question d'homme politique élu, homme ou femme politique élu, implique toute une nouvelle série de règles, selon le gars à qui j'ai parlé à la RPP, mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas élu, actuellement. Donc, ça pose la question de qui ou quoi, et à partir de quel moment on est influenceur. Par exemple, du coup, ça parle de la DGCCRF. La DGCCRF contrôle déjà des influenceurs aujourd'hui. Mais elle les contrôle mal, et elle leur met des sanctions très disproportionnées sur des sujets qu'elle ne maîtrise même pas. Par exemple, on a eu 2 cas. Moi, j'ai 2 cas de figure que je peux vous citer. Quelqu'un qui s'est vu... quelqu'un qui disait en gros oui, ce produit est ce truc est extrêmement rare. C'est même pas une vidéo promotionnelle, je crois. Ce truc est extrêmement rare. Toi, ça c'est extrêmement rare, mon Dieu, je viens de le trouver, etc. La DGCRF l'a mise en demeure et l'a sanctionné pour lui avoir reproché d'avoir affirmé qu'un objet était rare sans pouvoir prouver qu'il ne l'était par des études ou par quoi que ce soit. Et alors, il aurait dû dire je pense que cet objet est rare parce qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. La DGCCRF est donc du coup venue sanctionner la personne sur ce sujet très précisément. On a un autre cas concernant l'alcool très précisément, suite à la fameuse association Addiction France, je crois qu'elle s'appelle, c'est dans le texte, Addiction, qui a poursuivi un influenceur pour avoir fait une story en soirée dans lequel il y avait visiblement l'alcool, et compte tenu de la taille de son audience, c'était considéré comme de la publicité indirecte pour de l'alcool, et donc du coup sanctionnable. Et donc la personne a été sanctionnée et a dû se retirer les contenus incriminés. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on sanctionne, dans quelles limites, et surtout à partir de quel moment on considère que qui que ce soit est un influenceur. C'est quoi le seuil d'abonnés, c'est quoi le seuil de vues, c'est quoi la taille du public, parce qu'en fait, ce qu'ouvre ce que genre d'article 4 pourrait faire, s'il était vraiment adopté, ce qui a vraiment peu de chances d'arriver, hein. S'il était adopté, c'est qu'en fait potentiellement on pourrait ouvrir la voie à un affichage massif de créateurs de contenu, mais dans un sens extrêmement large. Extrêmement large. Moi, je pense que c'est risqué quand même, comme c'est tendu de proposer ce genre d'article quand même. Je trouve que c'est un truc de fou furieux, vraiment. C'est vraiment un truc de fou furieux. Y compris puisque certains politiques pourraient potentiellement même d'ailleurs être eux-mêmes concernés par cette proposition de loi. C'est ça, créateur de contenu. C'est qui, moi, par exemple?
Je me suis posé la question, à partir de combien de vues, à partir de combien d'abonnés, à partir de quoi on est considéré comme... on passe de on est un random à on a un pouvoir d'influence. C'est quoi le seuil? Le seuil n'est jamais identifié, c'est l'appréciation de qui ou quoi. Et même, moi j'y ai pensé par exemple, c'est un sujet qu'on n'apporte pas, c'est travailleurs du sexe. Moi, j'en ai parlé avec la RPP, le gars il m'a dit, c'est vrai que s'il y a publicité, partenariat ou présence sur une plateforme publique, ça peut être considéré comme de l'influence commerciale, et donc ces gens-là devraient potentiellement se retrouver à devoir se signaler, se déclarer dans les annuaires, mentionnant leur nom, leur prénom, leur adresse, leur mail, et s'ils sont en société, leur numéro de téléphone. On en est quand même... c'est ça l'une des implications que ça pourrait avoir. En plus, évidemment, du fichage politique de tous les influenceurs qui font du contenu politique. C'est fou. Alors, cet article va très probablement sauter, et en fait, moi, en fait, là où je leur en veux, c'est qu'en fait, cette loi n'apporte rien. Cette loi n'apporte rien. Que ce soit l'article 1 ou l'article 2, en fait, ils existent déjà. La loi du 9 juin 2023 couvre une partie de cette nouvelle proposition de loi. La question de l'article 3 sur la sanction, il y a déjà eu une nouvelle... il y a quelques mois, apparemment, a été adoptée de toute façon... ou a été révisée une loi qui, de toute façon... revient sur la question de la question de la peine, la communication commerciale en ligne étant considérée désormais comme une circonstance aggravante, donc on monte à 5 ans d'emprisonnement, je crois, et 750 000 euros d'amende. Donc c'est déjà, ça sert à rien de relever le montant de la sanction, puisqu'en fait le montant de la sanction a déjà été relevé encore plus haut que celui qui est proposé là. La seule chose que cette proposition de loi, apporte de nouveau, c'est ce fichage. C'est la seule chose qui n'existe pas actuellement dans le droit, qui est apporté par cette proposition de loi. Le reste existe déjà. Et c'est précisément le problème, quand même. C'est précisément le problème. C'est-à-dire qu'elle n'apporte rien sur le fond, elle apporte juste un risque sur la question de la protection des données des individus, de la liberté d'expression. C'est quand même... si elle va être pas adoptée, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais c'est surtout quelle idée de fou furieux d'avoir pensé à ça. Quelle idée de fou furieux. Alors en fait, d'ailleurs, il y a, sachez-le, un rapport qui a été rapport d'information. Regardez, je vais vous le montrer. Il y a un rapport d'information qui a été produit, qui est très 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 long. Je vais vous l'épargner, mais qui en gros nous apprend une chose. Oh mon Dieu, surprise, vous allez voir, c'est qu'en fait les lois existent déjà, et le problème, c'est la capacité du pouvoir public à réguler efficacement les pratiques d'influence commerciale, des moyens humains qui doivent être à la hauteur de l'ambition de la régulation portée par les pouvoirs publics. Le problème, c'est pas que la loi n'existe pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas les capacités humaines de les appliquer. Au bout d'un moment. Alors, moi, des juristes à qui j'en ai parlé m'ont dit, ça ressemble quand même à une loi opportuniste. Ça ressemble à, on va faire un coup de com', on va faire parler de nous, ça va nous faire... voilà, ça va nous remettre dedans, s'il y a un peu d'actu là-dessus, pour montrer que c'est nous qui faisons les trucs et pas les autres. Mais du coup, si c'est un vrai coup de com', si c'est vraiment ça, parlons-en. Parce que quel coup de communication de faire flipper tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu, y compris tous ceux qui sont intègres ou qui respectent déjà la loi. Nous, par exemple, je me souviens sur Arte, sur le Vortex, vous pouvez regarder, on a retiré toutes les bouteilles d'alcool pour respecter la loi E20, par exemple, alors que c'était à destination d'une chaîne YouTube. Quel est l'objectif de venir tous nous faire chier, nous faire flipper, à se retrouver avec tous les militants politiques, ceux qui ont un peu une parole particulière, mais même pas que, n'importe qui vit aujourd'hui chez lui de ce travail fourni sur Internet, d'avoir son adresse accessible à n'importe quel zinzin qui voudrait venir chez lui pour lui casser les couilles. C'est une proposition de loi qui vient de la France Insoumise. Moi, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Ils sont censés connaître, il y a certains députés qui sont censés connaître des influenceurs ou des créateurs de contenu. Il est censé avoir un minimum de travail et quand même à apporter et à faire en amont. Je ne comprends pas quel est l'objectif. Je ne comprends pas. J'avoue, j'ai une interrogation, j'ai une incompréhension là-dessus et je pense très honnêtement qu'il y a de l'ignorance. Il y a une totale déconnexion entre les gens qui ont écrit ce texte et les gens qui vont être concernés par ce texte. Si jamais il venait à être voté en l'état, hein. C'est un truc de zinzin. Le premier signataire, Madame Karine Lebon, Monsieur Loïc Prudhomme, Madame Sabrina Sebaï, je vais pas vous faire la liste, Richard Ramos, il y en a plein, il y en a plein. Si, et puis encore une fois, surtout, va-t-on demander la même chose aux acteurs qui font des publicités, qui apparaissent dans les publicités, qui prêtent leur image à des publicités à la télé? Va-t-on demander la même chose aux présentateurs télé? Va-t-on demander la même chose aux hommes politiques qui font du contenu d'influence, c'est-à-dire en fait qui ont des réseaux sociaux sur lesquels ils ont un pouvoir structurel d'influence sur le marché des idées, puisque ça peut rentrer dans la case de la définition de l'influenceur selon la RPP. J'ai dit que c'est essentiellement la France insoumise, mais pas que. Voilà. Voilà où on en est. Oui, mais après, vous avez du Chikirou, vous avez du Guettet là-dedans, vous avez du Falorni, il y a de tout, hein, il y a de tout. Mathilde Dignet, agricultrice, hein. Voilà. Voilà où on en est. Moi, je veux bien qu'il y en ait un qui m'explique, hein. Du coup, là, on a vu, j'ai vu le tweet de Joule, mais j'ai vu Afro Gameuse, je crois, ou Furax, ou les deux, interpeller les députés de la France Insoumise signataires pour leur demander c'est quoi ce bordel? Vous voulez vraiment qu'on se fasse emmerder encore plus par l'extrême droite ou ça se passe comment? Parce que c'est ce qui va se produire. Avec une vraie crainte, notamment et surtout pour les personnes qui sont déjà en difficulté. Et c'est très drôle puisque juste après on va lire le texte d'orientation stratégique. Dedans il est énoncé que c'est quand même un problème qu'il y a de plus en plus de militants ou de sympathisants de la France Insoumise qui se font agresser, qui se font menacer. Mais qu'est-ce que vous allez produire là? Bah, centraliser les noms, les prénoms, les adresses physiques, les adresses mail et pour les sociétés les numéros de téléphone des personnes qui vivent ou qui travaillent comment dire dans le domaine de l'influence. C'est fou, hein. Moi, je trouve ça zinzin, hein. C'est vraiment vivre en totale déconnexion avec, je pense, son monde, hein. Pour moi, alors ça devrait être ceux qui sont censés quand même avoir le plus de prise, hein. Je l'explique pas. Je l'explique pas. Il y a peut-être une raison cachée que je ne connais pas. Alors moi, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont à la LFI, hein, dont qui bossent avec des députés ou quoi. Euh, eux-mêmes s'interrogent. Voilà. Voilà. Je comprends pas pourquoi tu penses que les élus devraient bien connaître les influenceurs. Je pense que les élus devraient bien connaître les personnes concernées par les textes qui les impactent. Tout simplement. Écoutez, hein, on va pas non plus en parler pendant 15 ans, mais mesdames et messieurs les députés qui verraient peut-être cette VOD, va falloir nous expliquer là. Il va falloir aussi nous expliquer comment vous comptez sur le très fort dynamisme
euh, du contenu politique sur Internet de gauche, dans un monde où les deux qui se tirent la bourre sur le sujet sur Internet, chez les moins de 35 ans, c'est l'extrême droite et la gauche, et on se fait déjà emmerder par l'extrême droite. Rendez-nous la tâche plus simple, hein. Nous la rendez pas plus compliquée, s'il vous plaît. Hein. Le premier signataire, c'est la personne qui est rapporteuse, t'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai posé la question à plusieurs personnes, personne n'a su me dire de qui émanait le texte. En tout cas, il y en a beaucoup qui signent, hein. Et des deux mains. Mais j'ai envie de te dire, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est même pas le problème. Que ça vienne de LFI, de GDR ou j'en sais rien. Les signataires, c'est par ordre alphabétique. Mais il y en a plusieurs alors qui sont à l'initiative alors. Si c'est par ordre alphabétique. Parce que là, il n'y a pas d'ordre alphabétique avant. Pas d'ordre alphabétique du tout là. Bon, vous me dites que c'est Karine Lebon qu'il faut que j'aille emmerder? Parce que je vous jure, en fait, il y a plein de noms de LFI. Ouais, j'ai tunnel LFI parce que là, il y a énormément de noms de LFI que je reconnais dedans. Il y a Kerbrat, il y a Léaumont, il y a Legrain, il y a Obono, il y a Mesmer, évidemment, bien sûr. Il y a Le Gavre. Le premier n'est pas forcément à l'initiative. Ils sont deux. Le second, ce serait Prud'homme? Ce serait Lebon et Prud'homme? Ok. Bah, de toute façon, voilà. Ciao. Léaumont, le streamer qui veut se faire ficher, bah, visiblement. Ça va être leur kiff. Signé par 70 LFI, 14 écolos, 9 socialistes, 6 GDR, 6 modems, 3 ensemble, 2 horizons, 2 non inscrits, 1 LR, 1 LIOT. Merci d'avoir fait le calcul. Toute la gauche, bah non. Pas toute la gauche. Non. Tous les LFI y sont, a priori. Quelques LFI, alors dans les écolos, il y a les anciens LFI, il y a Clémentine Autain, il y a Hendrik Davy, par exemple, qui sont dans les signataires, dans les écolos. Il y a Sandrine Rousseau. Mais il manque une bonne partie du PS quand même, oui. Du coup, moi j'ai cru naïvement. Alors, si vous me dites que ça s'appelle une loi LFI, quand même ça y ressemble. Si tout LFI a signé dès demain et qu'il représente la très large majorité des signataires du texte, ça y ressemble quand même. Il y a de la porte à l'intérieur, oui. Il y a de la porte à l'intérieur. Il y a Raphaël Arnaud aussi. Bref,
On verra bien ce que ça donne. Mais bon. J'espère qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, quel signal, hein. Et au bout d'un moment, il faut lire les textes que tu signes, hein. Bref, on va passer à la suite.